Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ce nouveau podcast qui vous est proposé par le Discord solidaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Huard, qui est candidat de Québec solidaire dans Repentigny. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Ça va très bien. Justement, du point de presse avec tous les candidats de la région de Montréal ce matin. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir ma face dans les nouvelles bientôt. Pas trop fatigué, on rentre dans le dernier droit de la campagne quand même? Je fais pas mal fort, mais oui, on sent tranquillement la fatigue rentrer. Il faut se mettre des foulards parce que ce serait facile de perdre la voix en ce moment. Ouais, tout à fait. Donc, je propose qu'on commence tout de suite avec les questions parce que mine de rien, on a quand même un programme assez chargé aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, tout d'abord, je propose, est-ce que tu peux simplement, pour le bien des auditeurs, résumer rapidement ton parcours? Qui est-ce que tu es, Olivier? OK. En fait, j'ai toujours été militant plus loin que je me souvienne. Puis j'ai toujours eu deux grandes causes, qui est l'environnement et l'indépendance du Québec. Ma première campagne politique, c'était en 1995. J'avais 18 ans pour le dernier référendum. Puis j'ai milité pour le oui. J'ai pu voter. C'était la première fois que je votais au référendum de 95. Puis on a vraiment travaillé fort. Dans ce temps-là, j'étais dans le coin de Saint-Jérôme. On a eu 65% pour le oui dans la région. J'étais vraiment content. Puis parallèlement à ça, j'étais impliqué dans des groupes écologistes aussi. Donc, après le référendum, le Parti québécois a eu Lucien Bouchard qui a fait virer beaucoup le Parti québécois à droite. Donc là, je me suis éloigné de ce parti-là. Je me disais, bon, je pourrais continuer à militer pour l'indépendance au Parti québécois, mais j'ai vite vu la direction que ce parti-là prenait. Donc, il y a un de mes professeurs de cégep qui m'a vendu une carte pour un petit parti de gauche. Qui était le regroupement pour une alternative politique. Ce parti-là s'est regroupé avec d'autres partis pour créer l'UFP, l'Union des forces progressistes. Et après ça, il y a eu une deuxième fusion pour créer Québec solidaire en 2006. Donc, je vous dirais que ça doit faire un bon 20 ans que je suis militant politique maintenant, là, même si je suis encore très jeune. Je peux rappeler certaines choses que bien des gens ont oubliées depuis le temps. Depuis 2 ans, vous êtes vice-président du conseil d'administration régional des Organisations unies pour l'indépendance du Québec, comme appelé le Oui-Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, grosso modo, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi exactement? Oui, justement, je disais dans mes deux grandes causes dans ma vie, j'étais... L'indépendance. Il y a l'indépendance et l'environnement, mais j'étais beaucoup dans l'environnement jusqu'à là, 2-3 ans. Là, je parlais d'indépendance, mais je n'étais pas impliqué dans aucun groupe spécifique. On venait juste de terminer la bataille contre Énergie Est. Dans la Naudière, on était très actifs là-dessus. Et puis après ça, je me suis rendu compte que là, il fallait donner un coup de barre, un gros coup pour reparler l'indépendance de façon positive. Puis j'ai aussi, dans ma réflexion, je me suis rendu compte aussi que les partis politiques, ça peut paraître ironique, là, vu que je milite dans un parti indépendantiste, mais je crois pas que l'avenir du mouvement indépendantiste réside dans les partis. Moi, je crois que en termes de mobilisation populaire, on s'entend, là, ça va prendre les partis politiques indépendantistes pour mettre en œuvre le projet souverainiste. Mais je pense que les partis seuls ne pourront pas créer le mouvement social nécessaire pour réaliser l'indépendance. Et là, quand on a vu ce qui s'est passé en Écosse et en Catalogne, c'était pas juste des partis politiques, c'était une coalition sociale. Et l'équivalent de ça qui existe au Québec, c'est le Oui Québec. Donc, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans, recommencer à parler d'indépendance beaucoup plus dans mon cas, mais aussi pour la publicité, puis pour montrer à tout le monde autour de moi que c'est vivant, ça existe, puis que c'est pas juste les partis politiques qui en parlent. Puis moi, mon ambition, en fait, avec le Oui Québec, c'est que cette organisation-là soit plus importante même que les partis en termes de membership, en termes de mobilisation, en termes même de financement, si on veut. Juste donner un exemple, en Catalogne, je ne sais pas combien il y a exact de membres, mais c'est des millions de membres. Puis tout le monde cotise comme 5 $ par mois pour l'organisation, pour l'indépendance de la Catalogne. Et donc, quand c'est le temps de faire de la promotion, ils ont énormément d'argent pour faire des campagnes de pub, de visibilité. Moi, je pense que c'est un modèle qui doit être reproduit ici au Québec et qui va pousser dans le dos toutes les partis politiques, même ceux qui ne sont pas indépendantistes, à débattre de ce sujet-là, mais surtout en débattre de façon positive. Moi, c'est ça l'important. Arrêter de faire peur aux gens, mais montrer que c'est pas une question arriérée, c'est pas une question archaïque. C'est une question qui est très présente, mais qui peut être très porteuse d'un projet de société. OK, donc finalement, le mandat du Québec, c'est de regrouper l'ensemble des gens, peu importe finalement du milieu qui viennent, qui sont pour la souveraineté, puis de mettre leur contribution dans le fond?
Oui, ben oui, ça veut dire Organisation unie pour l'indépendance. Donc, c'est ça OK. l'acronyme, là. OK. Donc, ça regroupe les partis politiques, mais aussi les groupes pour l'indépendance. Il y a la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a Cap sur l'indépendance, il y a le Mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec. Il y a plein de groupes citoyens, mais c'est aussi de sortir la question de l'indépendance de la politique partisane. Parce que la politique partisane fait que, là, en ce moment, on le voit très bien, entre le Parti québécois et Québec solidaire, ça peut s'enflammer, puis il peut y avoir des discours négatifs. Et ça nuit à l'indépendance, qui est en soi une idée qui appartient pas à un parti. Et en plus, le problème aussi, c'est quand un parti indépendantiste vient au pouvoir, ben, il ne peut pas juste faire l'indépendance, il faut qu'il gouverne. Puis quand on gouverne, on peut faire des choix qui déplaisent à des gens. Donc, un parti politique doit tout transporter avec lui, son bagage historique de décisions plus ou moins controversées. Et ça peut nuire à l'image de l'indépendance aussi. Tandis qu'une organisation citoyenne a une seule cause, c'est l'indépendance, puis elle n'aspire pas à gouverner. Donc, son message ne sera pas dilué dans plein d'autres mesures. Est-ce que ça serait un avantage pour Québec solidaire, par exemple, éventuellement d'avoir un accord avec le Parti québécois? Ouais, ben moi, j'ai été logique avec mon implication au Oui-Québec. C'est le Oui-Québec qui poussait beaucoup pour la convergence des partis indépendantistes à cette élection-ci. Donc, moi, à l'intérieur de Québec solidaire, j'ai milité pour une convergence avec le Parti québécois. On parlait beaucoup de termes, là, il faut être spécifique là-dedans. Moi, j'ai pas milité pour une alliance, j'ai milité pour un pacte électoral ponctuel pour cette élection-ci qui pourrait concerner quelques circonscriptions. Si les militants peuvent se parler, ben, ils peuvent aller au-delà des discours, des grandes lignes qu'on voit, mettons, à l'Élysée de faire peur aux gens. Mais quand les militants se parlent sur le terrain, c'est très cordial. Donc, moi, j'étais pour commencer à faire des échanges comme ça, puis passer au-dessus des menaces ou des attaques. Puis je militais là-dessus très fort avec Amir Kadir, entre autres, là-dessus. Le problème, moi, de mon point de vue, on dit que Québec solidaire a refusé l'entente. Mais moi, tout le long que j'ai milité pour la convergence, là, ça s'est passé pas mal toute l'année 2017. Là. Mon adversaire principal, c'était Jean-François Lisée, parce que à chaque fois qu'il faisait une sortie là-dessus, ça braquait les membres de Québec solidaire contre la convergence. À mon sens, il a été extrêmement malhabile là-dessus. Donc, je pense que si ça avait été Véronique Yvon ou Alexandre Cloutier qui avait été chef du PQ, avec l'approche que je leur connais, je pense que la convergence, elle aurait passé, puis on serait dans un autre univers politique en ce moment. Ça me semble difficile de vous interroger, Olivier, sans aborder ce sujet-là. Au mois de juillet dernier, vous avez été arrêté après avoir escaladé la tour du stade olympique en compagnie de 4 autres grimpeurs de Greenpeace. Oui. Vous aviez affiché une bannière géante sur laquelle on pouvait lire « Ne salissez pas notre argent, stop pipelines ». Il s'agit d'une méthode de protestation qui visait à s'opposer au projet Trans Mountain en Colombie-Britannique. Maintenant, vous êtes confronté à des accusations de méfaits. Selon vous, est-ce que c'est une méthode qui est efficace et une manière acceptable de manifester? Tout à fait. Je pense que tout le monde, on peut voir le résultat en ce moment. Le Trans Mountain, le projet est sur la glace. La chicane est vraiment pognée dans l'Ouest à propos de ce projet-là. Une mobilisation citoyenne, comme on l'a vu dans le cas d'Énergie-S, c'est multifacette. Là. C'est à tous les niveaux que il a fallu se battre. Dans le cas d'Énergie-S, ça a été municipal, ça a été provincial, fédéral, ça a été dans les groupes écologistes, même au niveau légal, au niveau constitutionnel. Donc, en ce moment, Trans Mountain, c'est la même voie. Il y a une alliance forte avec les Premières Nations, mais on ne peut jamais dire quelle action va faire pencher la balance plus qu'une autre. C'est une accumulation. Donc, moi, je suis un militant écologiste. Je ne suis pas juste impliqué, quand je ne fais pas de la politique, là, en dehors des campagnes électorales, je suis impliqué à Greenpeace, mais aussi au RVHQ, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Eux, leur méthode, c'est d'aller dans les conseils de ville, faire du grassroots, qu'on appelle, faire vraiment du travail de terrain, puis aller convaincre les maires, les conseillers municipaux, aller convaincre tous les groupes dans leur localité. Il y en a plus de 75 au Québec, dans des villes différentes. Fait que ça, moi, je crois beaucoup à cette méthode-là. Sauf que l'avantage de Greenpeace, eux, sont pas très bons pour faire du grassroots, mais sont très bons pour faire des coups d'éclat. Et ça en prend aussi. Donc, moi, je pense que ça, c'est efficace, mais pas tout seul. Si on ferait juste des coups d'éclat, tu sais, mettons, quand on a fait l'action, on dit, oui, on fait un coup d'éclat, mais on fait écho à une pétition des centaines de milliers de personnes qui ont signé la pétition contre Trans Mountain. Et là, on s'appuyait sur une base populaire. Là, bien sûr, on peut dire, ben, OK, oui, c'est flamboyant, mais il y a des gens qui se sont, moi, les échos que j'ai eus, qui ont eu l'information sur le projet Trans Mountain uniquement grâce à cette action-là. Sinon, là, il n'y en aurait jamais connu l'existence. Puis grâce à ça, ils sont allés signer la pétition. Donc, moi, si la question me demande si c'est efficace, ben oui. Mais ça fait au-delà de 10 ans que je suis membre des activistes de Greenpeace. On s'entraîne souvent pour grimper. C'est tout le temps très sécuritaire ce qu'on fait.
puis on essaie de faire des actions les plus positives possibles. Dans le cas du stade olympique, pourquoi qu'on a aimé cette action-là? C'est parce que ça bloquait rien. On ne bloquait pas un pont, on ne bloquait pas la vie courante des gens. On a peut-être arrêté un peu le funiculaire pendant 1 heure, là. C'est plate, là. Mais ça a été une belle action de visibilité. On ne s'est pas mis les gens à dos. Fait que moi, j'ai trouvé ça super sur toute la ligne. Donc, finalement, c'est vraiment apporter un peu sa pierre à l'édifice de protestation qui est déjà en cours. C'est s'inscrire dans une espèce de vague ou un mouvement populaire, si je peux dire. C'est ça. Moi, je pense que tout le monde n'est pas tenu de faire de la désobéissance civile, faire valoir son point. Et même, j'encourage pas les gens à se faire arrêter du tout, du tout. Je pense que, comme je le disais, c'est plein de facteurs. Donc, faire une manif, signer des pétitions, c'est aussi important que faire un coup d'éclat. Mais je pense qu'il faut aussi faire des coups d'éclat si on veut donner une vitesse supérieure à notre mobilisation. Parfois, quand on trouve on juge que ça devient stratégique de le faire. Vous êtes confronté à des accusations de méfaits. Est-ce que vous avez peur que ces accusations-là soient finalement confirmées? Non, parce que dans la loi canadienne, on connaît quand même le principe de l'objection de conscience. Tu sais, ça fait peur quand on est à l'extérieur un peu du système judiciaire. Mais quand on va dans le système judiciaire, tu sais, je veux dire, les procureurs de la couronne, les juges, c'est des gens justement qui ont du jugement. Ils savent bien qu'on n'est pas des criminels. Donc, j'ai pas vraiment peur. Et Greenpeace a aussi des avocats pour nous défendre. Dans le passé, la plupart des activistes de Greenpeace qui se sont fait arrêter peuvent faire des travaux communautaires ou des petits trucs comme ça, mais c'est jamais arrivé qu'on fasse de la prison ou qu'on ait d'énormes charges. Ça fait partie des risques du métier. Je veux dire, si on avait demandé la permission de monter sur le stade, on ne l'aurait pas donné. Donc, des fois, il faut prendre un peu de risque. Mais dans un contexte canadien, je le répète, le droit nous donne l'autorisation de nous exprimer et reconnaît aussi l'objection de conscience. Donc, les charges sont beaucoup amoindries dans ce cas-là. C'est très important pour moi, la ligne, en fait, parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, ça va aller jusqu'où? » Moi, la ligne, c'est la non-violence. Donc, et puis c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit aussi lorsqu'il a été interrogé sur les actions que moi j'ai faites. Lui, il a dit « Moi, j'ai pas de problème avec ça, du moment que c'est non-violent. » tu sais. Et moi aussi, c'est ma ligne. C'est important de faire des coups d'éclat, mais il faut absolument pas verser dans la violence parce que là, c'est contre-productif, mais de toute façon, c'est immoral de faire ça. Donc, juste pour dire aux gens, mettons, qui se pourraient poser la question où ça peut arrêter, jusqu'où ça peut aller, la ligne à ne pas franchir, c'est la violence. Donc, c'est dans la ligne de Greenpeace aussi. Oui. On appelle ça le principe de désobéissance civile pacifique ou l'action directe pacifique. Donc, en fait, c'est drôle parce que oui, on va mettons, transgresser une loi qui nous fait le méfait, en fait, mais on obéit à des règles très strictes quand on fait de la désobéissance civile. Donc, c'est quand même un peu ironique, mais on se met des codes de conduite nous-mêmes très sévères. Vous êtes candidat dans la circonscription de Repentigny. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette circonscription-là, d'un point de vue géographique, social et économique? C'est une circonscription c'est la banlieue. Moi, je me cacherai pas. Là. Tout ce qu'on peut penser de la banlieue, c'est Repentigny. C'est majoritairement des maisons, des bungalows, des blocs appartements. Il commence à avoir de plus en plus de tours parce que c'est une ville qui commence à se densifier aussi. Là, je ne sais plus exactement, c'est la 10 ou la 12e ville au Québec en termes de population. C'est une ville qui a remporté souvent le championnat de la ville la plus heureuse au Québec aussi. On peut trouver ça bizarre qu'un écologiste soit en banlieue parce que justement, c'est là où on voit souvent le plus d'impact sur l'environnement avec l'étalement urbain, les transports. En fait, c'est bizarre à dire, mais c'est plus écologique un centre-ville densifié comme Montréal qu'une banlieue parce que tout est plus proche. Donc, les gens peuvent vivre dans un centre-ville densifié sans même avoir besoin de voiture parce que leurs services sont proches, tandis qu'à Repentigny, tout est prévu pour se transporter en voiture. Ça prend en moyenne, quand on a une voiture, là, on calcule en banlieue que ça prend en moyenne 6 places de stationnement pour être capable de fonctionner. Donc, ça comprend l'épicerie, l'école, les services. C'est beaucoup d'espace, d'asphalte qui ne sont pas utilisés énormément. Donc, l'enjeu écologique est encore, à mon sens, plus fort. D'où la pertinence de moi m'impliquer à Repentigny pour essayer justement de réduire l'impact écologique. Globalement, la grande région de Montréal regroupe, avec ses banlieues, regroupe la moitié de la population du Québec. Donc, il y a énormément de travail à faire là. Et concrètement, c'est quoi les mesures que Québec solidaire peut mettre en place justement pour restreindre
l'impact écologique des banlieues comme Repentigny? Ben, on veut, justement, je parlais de l'étalement urbain, il faut absolument le freiner, parce que l'étalement urbain, surtout autour de Montréal, c'est toujours au détriment, ou presque, des terres agricoles. C'est les meilleures terres agricoles qu'on a. En fait, c'est ironique, parce que les meilleures terres agricoles qu'on a au Québec, c'est l'île de Montréal et l'île de Laval. Donc, ça devient très développé. Il y a aussi des très, très bonnes terres dans les couronnes nord et sud. Donc là, puis c'est les terres qui sont aussi le plus au sud du Québec. Donc, c'est eux autres qui ont le plus d'apport calorique par année. Donc, c'est là qu'on peut faire de la culture plus longtemps. Donc, nous, on propose de faire une ceinture verte, c'est-à-dire, c'est un principe où on dit, bon, au-delà de ça, il n'y a plus d'étalement urbain. Le modèle de bungalow, faire des rues avec tout le monde a son petit carré de gazon. Ça, au-delà de cette limite-là symbolique, ce ne sera plus le modèle que les villes doivent adopter. Et à l'intérieur de cette zone-là, ça va être de la densification autour de ce qu'on appelle des TOD, là, des Transit Orientation Development. Là. C'est que la ville se construit, s'aménage autour d'un pôle de transport. Encore là, c'est le même principe qu'un centre-ville. Donc, les gens qui habitent dans ces zones-là ont accès à des services de proximité, puis ont accès à un pôle de transport qui les amène travailler où ils veulent. C'est encore beaucoup le va-et-vient du matin au soir. Là. Les gens habitent à Repentigny, vont travailler à Montréal. Ça, tout ce transport-là peut se faire sans voiture si on développe de façon adéquate les transports en commun. Puis après, pour leurs courses du matin ou du soir, ben, ils ont une épicerie proche, la CPE peut être proche, le médecin, le CLSC, les services de proximité, tout est proche, ce qui fait que les gens ne ressentent plus le besoin de prendre tout le temps leur voiture. Je vous dirais que ça, c'est la vision moyen-court terme de Québec solidaire, mais à court terme, c'est d'augmenter l'offre. Tout simplement, là, il y a déjà des mesures de transport, il faut augmenter l'offre, et pour que les gens veulent prendre le transport en commun aussi, on propose de réduire de moitié dès l'entrée de gouvernance solidaire, de moitié le prix du transport en commun pour que ça crée un achalandage accru. Donc, plus les gens vont l'utiliser, plus ils vont demander. Donc, ce ne sera plus juste Québec solidaire qui va dire qu'il faut plus de transport en commun, les gens vont le réclamer eux-mêmes. Mis à part la question du transport, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour les citoyens de Repentigny d'élire un député solidaire? Oui, tout à fait, parce que justement, il faut avoir une diversité de points de vue à l'Assemblée nationale. Et justement, s'il y a des comtés qui viennent surtout de Montréal, ben, ça fait une vision qui va être forcément plus influencée par les quartiers centraux de Montréal dans le programme du parti. On fait énormément d'efforts, cela dit, pour que notre programme s'applique à toutes les régions du Québec. Mais pour être sûr qu'il y a des... Tu sais, la politique, c'est souvent des questions de sensibilité. Là. C'est très humain, la politique. Donc, si un député ou un gouvernement est sensibilisé plus à un enjeu qu'un autre, il peut arriver avec un projet de loi ou une mesure qui va être vraiment bien adapté à ce problème-là. Donc, dans la banlieue, les enjeux, c'est beaucoup les écoles, c'est les soins de santé aussi. Tu sais. Et comment on a accès à ça? Parce que les gens s'en vont en banlieue beaucoup pour élever leur famille. Et avec raison, parce que moi, j'y suis allé aussi à Repentigny pour élever ma famille. C'est des endroits formidables pour élever des enfants parce que tout est plus tranquille. Là. C'est le fun d'aller en centre-ville, tout bouge, tout est rapide, tout le monde est proche. Pour la tranquillité, pour élever une famille, c'est vraiment bien en banlieue. Il y a vraiment des avantages à vivre en banlieue. Mais il y a quand même des enjeux parce que là, comme je disais, tout est un peu plus loin, mais tout est aussi plus réparti. Par exemple, la Naudière, ben, les territoires, tout le sud de la Naudière est aussi gros même plus gros que l'île de Montréal. La population est plus répartie. On a moins accès au transport collectif que la plupart des régions au Québec aussi, même la plupart des banlieues. Donc, il faut quand même voir les enjeux comme ils sont, puis que pas laisser les gens eux-mêmes dire, ben, peu importe tes besoins, ben, tu prendras ton char. Tu sais. Il faut être capable d'améliorer la condition sociale des gens là-dessus. Puis, il y a aussi un autre enjeu important qui est l'alimentation. Comme je disais, les banlieues s'étendent souvent au détriment des terres agricoles. Mais ce que ça fait aussi, c'est que si on est capable de limiter ça, ben, je veux dire, nos voisins, c'est les terres agricoles aussi. Donc, on parle d'agriculture de proximité dans les villes, mais une des places où c'est super facile d'avoir l'agriculture de proximité, c'est dans les banlieues. Dès qu'on franchit la ligne territoriale de Repentigny, on tombe dans les champs.
Donc, on peut avoir, puis c'est la même chose au nord, à Le Gardeur, il y a des fermiers. À l'Assomption, il y en a aussi. Donc, on peut avoir un bassin d'énormément de consommateurs qui peuvent consommer des produits locaux, puis qui peuvent soit se rendre à la ferme ou se faire livrer, ou avoir des marchés publics à Repentigny, ou se faire livrer des paniers bio de façon beaucoup plus efficace, puis à beaucoup moins de transport que s'il faut se rendre au centre-ville de Montréal. Donc, l'achat local en banlieue, moi, j'y crois encore plus qu'en ville. Est-ce que vous avez vraiment choisi la circonscription de Repentigny parce que c'était une circonscription en banlieue? Ben, moi, j'ai commencé à habiter là quand j'ai fini mes études. Donc, en fait, Repentigny, c'est là où j'ai fait mon stage au ministère de l'Environnement. Moi, j'ai étudié comme technicien en environnement. Puis, ben, ça a donné que j'avais des contacts à Repentigny pour faire mon stage. Puis après ça, ben, je me suis établi là. C'est la vie qui m'a amené à Repentigny. Mais après ça, c'est aussi un hasard que je suis devenu candidat parce que moi, je suis arrivé à Repentigny en 2003 environ, quand j'ai fini mes études. Québec solidaire a été fondé en 2006, puis on est tombé en élection en 2007. Ensuite, l'année suivante, parce que c'était le gouvernement minoritaire de Jean Charest, là, on se souvient. Fait qu'on tombait en élection en 2007, donc un an après la création du parti. Le parti n'était pas encore très bien construit. Puis il y avait beaucoup d'endroits où on n'était pas bien établi. Donc moi, je me suis proposé comme candidat. On appelle ça poteau. Là. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'organisation. Et fait que là, j'ai comme prêté ma face au parti, ma personne au parti en 2007. Il y a eu le gouvernement minoritaire en 2008 aussi. Donc j'ai été encore candidat en 2008. Puis après ça, l'autre élection, c'était rendu en 2012. Mais là, ben, j'étais toujours à Repentigny. J'étais impliqué dans ma localité, dans ma municipalité. Les élections m'ont fait rencontrer beaucoup de gens dans le coin. Fait que dans le fond, j'ai pris goût. Moi, je lis beaucoup la politique, puis je me suis rendu compte, à force de lire, m'informer sur la politique, que c'est pas tout le temps des grands génies qui deviennent députés ou même ministres. Là. Fait que je me suis rendu compte que finalement, je pouvais faire probablement une aussi bonne job que la plupart des députés qui sont élus actuellement. Fait que là, j'ai décidé de m'impliquer. Non, mais c'est vrai. J'ai décidé de m'impliquer vraiment sérieusement à partir de 2012, faire une campagne plus substantielle. Puis j'ai continué à construire ça en 2014. Puis là, rendu en 2018, ben, on continue encore. Québec solidaire a présenté son plan de transition écologique durant la campagne, dont l'objectif est entre autres de réduire les gaz à effet de serre de 48% par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030 et de 95% d'ici 2050. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les mesures principales de ce plan-là? En fait, dans la structure de Québec solidaire, c'est drôle, on a parlé de la structure interne de Québec solidaire, mais on n'a pas parlé d'un organe important qui est la commission politique. Et dans les commissions politiques, il y a des commissions, des sous-commissions, dont la commission environnement-énergie. Puis moi, j'étais responsable jusqu'en 2017 de cette commission-là. Et donc, avec Manon Massé, on a travaillé énormément sur l'élaboration de ce plan-là. On a engagé des firmes d'experts là-dessus. Et donc, oui, moi, j'étais dans les premiers maîtres d'œuvre de ce plan-là. Donc, oui, je peux en parler énormément. Je vous dirais que les partis politiques, ce qu'on a remarqué, ça fait longtemps que Québec solidaire dit qu'il faut sortir du pétrole. Le slogan, c'est sortir de l'or noir. Bon, mais les partis politiques sont souvent à la remorque des mouvements sociaux. Parce que si on avance des choses trop intenses ou trop nouvelles dans des campagnes, bien là, on est jugé comme des radicaux ou des gens qui voient trop loin. Fait il faut souvent, des fois, attendre un peu que le mouvement social, dans ce cas-ci, le mouvement écologiste, reprenne les discours, les idées. Donc, en 2014, on le disait qu'il fallait sortir du pétrole. Et là, ça a évolué depuis les derniers 4 ans. Là, le terme sortir du pétrole, ne plus utiliser de pétrole à terme, d'ici comme une 10-20 ans, c'est devenu dans le vocabulaire. Puis là, nous, on a été contents parce qu'on s'est dit, bon, enfin, là, on a comme plein de gens pour nous backer. On peut le dire. Maintenant, une fois qu'on le disait, il fallait l'articuler. Un des problèmes avec qu'on s'est confronté, c'est que la science des changements climatiques est très vaste, peut être précise au niveau planétaire, mais ça devient vraiment difficile quand on vient à l'échelle d'un pays ou même une province. On avait beaucoup de chiffres, par exemple, pour le Canada, mais pas beaucoup de chiffres pour le Québec. L'autre chose aussi, c'est qu'on avait été engagé à l'accord de Paris, mais l'accord de Paris est très fort symboliquement, mais il n'est pas contraignant. Le seul accord contraignant qu'il y a eu, c'était Kyoto. Quand on dit contraignant, ça veut dire que si un pays n'atteint pas ses cibles, il y a des conséquences.
C'est pour ça que tous les pays ont milité pour que ce ne soit pas contraignant, pour dire oui, on va s'engager pour faire des trucs, mais on ne veut pas se faire taper ses doigts si on ne réussit pas. Le sous-texte, c'est dans le sens que on va faire ce qu'on peut, mais on ne se vendra pas en quatre là, pour atteindre nos objectifs si notre population ne suit pas ou ça coûte trop cher. Mais à Québec solidaire, on s'est dit, on va prendre l'accord de Paris puis on va essayer de l'appliquer pour vrai. Puis on s'est rendu compte que pour vraiment être capable de respecter cet accord-là, ça demandait de complètement changer l'économie du Québec là, à un rythme où la population ne pourrait même pas suivre. Donc, ça nous amenait à 60 et 70 % de réduction pour 2030. Là. Donc, ça, c'est dans 12 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va garder l'objectif de 2050, qui est 95 % de réduction. Ça veut dire c'est presque 100 %. Là. Ça veut dire qu'on n'émet plus de gaz à effet de serre au-delà de notre niveau de 90. Ça veut dire qu'on en émet presque plus, puis même on commence à en capter. Là, et on s'est dit, étant donné que les autres partis ont tellement pris de retard, ça nous prend une cible intermédiaire qui est ambitieuse, mais pas trop. C'est pour ça qu'on est arrivé à une cible, le Parti libéral propose 37 %, la CAQ n'en parle pas, puis le PQ à peu près 40 %. Nous, on s'est dit, si on prend la courbe normale d'aujourd'hui jusqu'à 2050, ça nous amène à 45-48 %. Et si on est capable de faire ça, c'est vraiment très fort parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que la majorité des transports, là, on l'a dit dans notre plan, la majorité des transports en auto solo, quelqu'un qui prend son auto à essence tout seul, ça, en ce moment, c'est majoritaire, mais là, ce ne sera plus majoritaire. La majorité des transports vont se faire en transport collectif électrifié. Parce qu'en ce moment, même les autobus fonctionnent au diesel. Ça, il faut convertir les flottes d'autobus en électrique. Il faut faire des tramways qu'on veut construire, ce serait électrique. Puis le métro, évidemment, qui est électrique, ça, on veut l'agrandir. Manon Massé a déclaré lors de la présentation du plan de transition écologique que l'effort nécessaire pour y arriver justement va être colossal et elle a rajouté également qu'on n'a pas le choix. On sait évidemment que ça va quand même avoir un impact, j'imagine, sur le quotidien de la vie des gens. Ce serait quoi, selon vous, les impacts de la transition écologique sur le quotidien des Québécois et des Québécoises? C'est un impact plus culturel ou d'habitude. Parce que, honnêtement, si on regarde dans les chiffres, ça va être bénéfique. Ça va créer une effervescence économique. En fait, quand on parle de changer d'économie, c'est que ça veut dire qu'il y a plein d'initiatives, des entrepreneurs, il y a plein d'inventions ou d'initiatives qui vont être encouragées pour rendre notre vie plus écologique. Moi, je trouve que ça va être une super grosse effervescence dans la société, dans l'économie, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mais ce que ça veut dire, c'est que va falloir changer notre idée que, mettons, je vais aller chercher ma pinte de lait, je prendrai pas mon auto. Il faut que je planifie mes choses autrement. Il va falloir que les gens évaluent la possibilité qu'au lieu d'avoir 2 voitures, il y en ait une, ou même éventuellement, est-ce que ce serait possible de ne pas en avoir, puis être capable de faire mes courses, toutes mes choses au quotidien avec soit du transport actif, ou avec le transport en commun. Évidemment, il faut que ce soit plus fréquent. Là. Je veux dire, à Repentigny, les autobus ils passent une fois à l'heure quand c'est beau. Des fois, il n'y en a même pas la nuit ou la fin de semaine. Donc, c'est sûr que ça, les gens, ils ne feront pas ça. Mais je veux dire, c'est beaucoup culturel. Là, le sens de la liberté de dire j'ai mon champ de cours, j'embarque dedans quand je veux, puis je me promène. Cette habitude-là, culturellement, il va falloir la changer. Mais honnêtement, les gens doivent le faire en pensant aux bénéfices. C'est-à-dire que un auto, ça coûte très cher, premièrement. Deuxièmement, il y a tellement d'espaces qui sont dévolus à l'auto puis au stationnement des autos qui pourraient être utilisés pour autre chose. Que ça aussi, c'est des avantages. La pollution, je veux dire, à un moment donné, les canicules qu'on a vues cet été, ça va se répéter, donc il faut agir aussi. Puis juste la pollution de l'air. Là. Repentigny, c'est pas pire, mais quand on traverse le pont, tu sais, ça rapporte avec le sens des vents, là, mais quand on traverse le pont, on va à Pointe-aux-Trembles, Tétroville, puis même jusqu'à Hochelaga, l'espérance de vie baisse d'à peu près 10 ans là, par rapport à l'espérance de vie du Québec, juste parce qu'ils sont proches des raffineries, ils sont proches des industries lourdes, puis ça rapporte beaucoup avec la qualité de l'air. Donc, il faut que les gens ils voient la vision d'ensemble de tous les avantages que ça va donner. Puis, cependant, il reste quand même, je veux dire qu'il
il va rester de la flexibilité dans le sens que, oui, mettons, on n'aura pas d'auto dans notre cours, mais ça va être beaucoup plus facile d'en emprunter une, l'autopartage, par exemple. Ou même juste, si on veut aller au chalet, parce que, je pense pas qu'il y a d'autobus qui vont nous rendre à Saint-Michel-des-Saints, par exemple, pour aller au chalet. Ouais. Mais là, on peut en louer une pour la fin de semaine ou la semaine. Puis ça aussi, ça va être quelque chose de plus encouragé puis plus abordable. Fait que, on sera pas pris tout le temps avec notre vélo, même s'il pleut, par exemple, des trucs comme ça. Vous semblez faire un lien entre, finalement, la cause environnementale et les enjeux de justice sociale et de démocratie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce lien-là que vous semblez établir? Il y a une part des décisions individuelles qu'on peut faire pour l'environnement. Ça reste relativement limité, mais les grands pas en avant pour l'environnement, c'est les instances gouvernementales, que ce soit municipales, au Québec, au Canada, c'est là que ça se fait. Et à peu près comme dans toutes les causes sociales, que ce soit les étudiants, la lutte à la pauvreté, là, ils vivent la même expérience que nous, qui est un déficit de démocratie. On est rendu dans une situation où il faut demander ou même quémander de se faire écouter. Faut faire des pressions. Et là, on voit tous les défauts du système démocratique. D'ailleurs, on parlait des actions directes. Il y a aussi des actions directes qui se font dans des groupes pour la lutte à la pauvreté, pour les groupes féministes. C'est pas juste les écologistes qui font ça. Mais les manifs, les pétitions, tous ces groupes, ces affaires de pression-là, ces manières de pression-là sont dans toutes les revendications. C'est pour ça qu'il y a eu un documentaire qui s'est appelé Pipeline, pouvoir, démocratie. Ben, on est parti de la cause d'énergie Est, puis on s'est ramassé dans le terrain politique assez rapidement. Et aussi, quand je parle de la justice sociale aussi, c'est que de façon, on pourrait décrire la cause environnementale de façon un peu caricaturale comme une cause de riches. Parce que c'est souvent les plus riches qui vont avoir les moyens de changer des habitudes ou changer leur manière de faire. Les plus pauvres, eux, n'ont souvent pas le choix d'avoir pour se nourrir, se déplacer ou peu importe, pour se loger. On parle, mettons, d'efficacité énergétique. On gaspille souvent, les maisons sont mal isolées. Je veux dire, une personne qui a un meilleur revenu peut faire mieux isoler sa maison, puis là, va réduire son empreinte énergétique, son empreinte écologique. Une personne pauvre ne peut pas faire ça parce qu'elle n'a pas les moyens. Puis l'autre chose aussi, c'est que, par exemple, si on veut changer des comportements, on va souvent utiliser des taxes. Par exemple, on pourrait mettre une taxe sur les produits polluants. Bon, mais une taxe, en définition, c'est un impôt régressif parce que ça s'applique à tout le monde, peu importe son revenu. Et contrairement à l'impôt progressif, où genre, quand on dit moins tu as des revenus, moins tu payes d'impôts, plus tu as de revenus, tu payes plus d'impôts, ça, c'est progressif. Ça permet aux gens, justement, de payer un peu moins d'impôts pour leur permettre de sortir de la pauvreté. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans les cas comme sur la taxe sur le carbone ou la bourse sur le carbone, Québec solidaire, on questionne ça énormément parce qu'on se dit, est-ce que ça va vraiment changer les choses de un, puis de deux, est-ce que ça va avoir un impact plus sur les plus pauvres ou les plus riches? Donc, c'est pour ça que, par exemple, on ne mettra pas une taxe sur carbone uniforme. On va commencer par taxer les produits de luxe, qui sont souvent les produits les plus polluants, justement. Il ne faut pas se mettre à dos les classes populaires contre l'environnement. C'est comme mettre une taxe sur les ponts. Je veux dire, là, si tu viens juste taxer des transports que les gens ont besoin, le but, c'est pas de taxer les ponts. Le but, c'est de leur offrir des transports en commun. Si je vous comprends bien, en fait, c'est plus de justice sociale et plus de démocratie. Ça permet à la cause environnementale de se faire entendre, finalement. La cause environnementale ne peut pas exister s'il n'y a pas une bonne démocratie puis s'il n'y a pas une bonne justice sociale. Moi, je le dis dans d'autres mots. Malheureusement, on dit que c'est prioritaire. En tous les écologistes que je suis, moi, je pense que ça vient après. Il faut que les gens puissent, la démocratie puisse s'exprimer comme il faut, puis il faut que les gens soient au-delà de leurs besoins constants de survie pour être capables de s'ouvrir à des causes plus larges comme l'environnement. Je propose maintenant qu'on parle un petit peu d'indépendance du Québec. Donc, Québec solidaire est le seul dans les 4 plus grands partis du Québec à proposer la réalisation de l'indépendance du Québec dans un premier mandat. Pourquoi est-ce qu'à Québec solidaire, vous jugez que la réalisation de l'indépendance dans le cadre d'un premier mandat, c'est nécessaire ou c'est quand même important? Qu'il ne faut pas repousser ça à d'autres mandats hypothétiques. C'est une question de clarté. C'est une question d'être franc et transparent avec nos électeurs. Moi, je pense qu'on le voit, là. Le problème d'une stratégie ou repousser plus loin que ça donne, les gens ne prennent pas au sérieux. On le voit avec le Parti québécois en ce moment. Je veux dire, sur papier, moi, j'ai entendu la stratégie d'Jean-François Lisée. On pourrait dire, oui, c'est logique. On va préparer l'indépendance pendant un mandat, puis on va la faire pendant un deuxième mandat.
Le problème, c'est que c'est pas parce que tu te fais élire dans un premier mandat que tu vas te faire élire dans un deuxième. Surtout pas maintenant avec des courses à 4 grands partis. Là. Ça pouvait exister avant, quand il y avait 2 grands partis, puis qu'on se faisait juste s'envoyer le pouvoir après 2 mandats chacun. Là. Ça n'existe plus, ça. Fait que les gens, si on n'en parle pas, ben ils ne seront pas intéressés par ça. Fait que si on veut être sérieux dans notre engagement indépendantiste, il faut en parler, puis il faut dire qu'on va bouger pour ça. Maintenant, nous, on dit qu'on veut le faire intelligemment, c'est-à-dire que on trouve que les 2 précédentes tentatives, en 1980 puis en 1995, ça a été, en tout cas, ça a été démontré visiblement comme c'était pas assez efficace parce qu'on concentrait tout le débat en 33 jours. Une campagne référendaire, c'est comme une campagne électorale. Là. Il y a le camp du oui, le camp du non, puis ça s'est concentré sur une trentaine de journées. Tandis que nous, ce qu'on dit, c'est que on va en parler intelligemment, on va établir l'Assemblée constituante la première année de notre premier mandat, et cette consultation-là va durer pendant 2 ans environ pour qu'on soit capable d'avoir la consultation si les gens veulent avoir cette nouvelle constitution-là avant qu'il y ait l'élection suivante. Puis, parce qu'on ne peut pas garantir quel gouvernement va être après nous. Tu sais, mettons, Québec solidaire, on est là 4 ans, puis après ça, les gens décident de voter pour un autre parti. Bien, nous, il faut au moins garantir qu'on va encadrer le processus comme on l'a dit qu'on allait le faire dans notre mandat. Donc, pour être sûr que ça se fasse. Pourquoi il faut en parler maintenant? Parce qu'il est plus que temps. Plus ça va, plus les gens sont cyniques face à la politique, puis sont cyniques face au projet indépendantiste. Il faut recommencer à en parler de façon positive, mais pas juste en parler. Il faut que les gens ils voient que c'est quelque chose qui est en cours. Tu sais, mettons, les Oui Québec, on fait des conférences, on fait des activités, mais pour les gens qui sont en faveur, pour eux, c'est loin dans leur tête. Dans cette campagne-ci, ce que j'aime, c'est qu'on peut en parler de façon concrète. Vous votez pour Québec solidaire, bien, vous votez pour que la démarche soit mise en branle tout de suite, là, dans un premier mandat, puis on va en parler, puis ça va avancer. Moi, je trouve ça beaucoup plus le fun à proposer ça aux gens, puis beaucoup plus clair et transparent. Mais si quelqu'un vous questionne davantage sur les raisons de faire la souveraineté, les avantages, ce serait quoi que vous lui répondriez? Écoutez, moi, je trouve que le Canada, ça marche pas. Le Canada, c'est un peu un pays qui a été construit broche à foin. La Constitution des États-Unis est beaucoup mieux faite. Tu sais, je veux dire, ce que les États aux États-Unis peuvent faire, les budgets des États, ce que la présidence à Washington peut faire, tout est très bien défini. Là. Chacun a son secteur d'activité et personne se pile les pieds un sur l'autre sur des questions constitutionnelles. Tu sais, des débats constitutionnels aux États-Unis, vous n'en voyez pas. Tu sais. Au Canada, là, on perd du temps, de l'énergie, de l'argent énormément en des chicanes entre le fédéral et le provincial. Pourquoi? Parce que les champs de compétences, j'utilise des vocabulaires qu'on entend souvent en nouvelles, mais c'est pas dénué de sens. Les champs de compétences, le pouvoir de dépenser des gouvernements, c'est pas bien défini. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la Constitution en 1867, on a défini certaines choses. Comme exemple, les provinces s'occupent d'éducation, santé. Le fédéral s'occupe de l'armée, mettons. Les ambassades vont s'occuper des trucs plus généraux. Puis après ça, ils ont laissé la porte ouverte dans la Constitution et de toute autre chose nouvelle. Et donc, les toutes autres choses nouvelles, là, après ça, il y a eu les télécommunications. Après ça, il y a plein eu d'autres mesures où ce que, là, le gouvernement fédéral a décidé qu'il allait s'occuper de ça. Là, les provinces... Dans la campagne, on a un bon exemple sur l'immigration, sur les compétences fédérales, les compétences provinciales au niveau de l'immigration. C'est ça. C'est que là, il y a au début, il a dit, moi, je vais m'occuper des migrations. Mais il y a des provinces qui ont dit, ben non, là, on peut pas... Premièrement, les enjeux sont différents pour chaque province. Chaque province est un peu un pays. Là, je veux dire, les intérêts de l'Alberta ne sont pas du tout les intérêts du Québec. Puis, je ne vous parle pas de, mettons, moralement, là, mettons, conservateur ou progressiste. Là. Je parle économiquement. Là. La plupart du Canada a une économie est-ouest, tandis que le Québec, nous, on a une économie axée sur le nord-sud. Quand le Canada fait des mesures économiques, mettons, des mesures à l'exportation, c'est souvent pas adapté pour le Québec. Ou s'ils le font adapter pour le Québec, ben c'est plus adapté pour le reste des provinces. Tu sais. Fait que moi, je pense que c'est ingérable, le Canada. Puis, il y a des chevauchements, parce que là, après ça, même si le fédéral a dit « je vais m'occuper des migrations », le Québec a dit « non, non, moi, j'ai des besoins spécifiques, fait que je vais m'occuper aussi des migrations ». Fait que là, il y a 2 paliers qui s'occupent des migrations. Là, il y a eu des dédoublements. Il y a 2 ministères de l'Environnement maintenant, fédéral, provincial. Même le fédéral a commencé à investir en santé. Il s'occupe de la santé, il s'occupe de l'éducation.
ils n'ont pas de ministère qui donne des services. Mais le deal, par exemple, c'est que le fédéral payait la moitié des frais de santé des provinces. Puis quand il y a eu le déficit zéro de Paul Martin, dans les années 90, ben, ils ont réduit ça à 25 de façon arbitraire. Tu sais. Puis là, depuis ce temps-là, on chicane puis on s'engueule. Même Gaétan Barrette, là, il a fait son pain et son beurre de la chicane au fédéral. Parce qu'ils ont dit là, il faut que le fédéral il contribue plus. Puis là, le fédéral va dire OK, on va donner un petit peu plus. Fait qu'au lieu de 25, ils vont donner 26 mettons. Mais c'est complètement inefficace. Puis c'est démontré aussi au niveau économique que le Québec envoie plus d'argent au Canada qu'il en reçoit en services ou en investissement. Tu sais, on parle de la péréquation, mais c'est les transferts fédéraux, il y a à peu près 7 ou 8 programmes de transferts fédéraux. Puis le seul programme où le Québec est vraiment gagnant, c'est pour la péréquation, mais dans tous les autres transferts, les transferts en santé, les contrats pour l'armée, plein de transferts. Il y a des transferts fédéraux qui sont juste pour les provinces maritimes, par exemple, ou juste pour l'Ouest. Mais le Québec est perdant là-dedans. Donc, un chiffre rapide, là, on est à peu près entre 20 et 23 de la population au Québec. Puis, historiquement, on a reçu 14 des investissements fédéraux au Québec. Quand on parle des investissements, là, c'est les routes, les ponts, les bases militaires, les contrats. On parle des contrats pour la marine canadienne. Donc, on en reçoit moins d'argent que ce qu'on en donne au fédéral. Donc, tout simplement, on dit, ben, devenons indépendants, dans le sens, rapatrions tous nos impôts au Québec, rapatrions aussi toutes nos lois pour arrêter de s'ostiner avec les lois du Canada. Puis, au final, moi, je suis persuadé qu'on va être plus riche, tout simplement. Comme il était possible de le constater durant pas mal tout le long de la campagne électorale, mais même en vous écoutant parler aujourd'hui, on voit que Québec solidaire propose quand même des changements assez importants dans plusieurs domaines. Ouais. Néanmoins, il y a quand même plusieurs personnes qui vous accusent de faire des promesses que vous ne serez pas capable de respecter une fois au pouvoir. Hein. On parle ces derniers jours du fameux test de la réalité. Là. On dirait que les journalistes, mais également Jean-François Lisée qui dit que jusqu'à date, Québec solidaire a eu une free ride, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un gouvernement solidaire reculera pas sur les mesures sur lesquelles il s'était engagé à prendre une fois au pouvoir? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est pas un désastre économique qui ferait tomber le Québec dans une récession si Québec solidaire mettrait à exécution son programme? OK, bien, il y a deux questions là-dedans. Comment on va faire pour ne pas reculer sur nos promesses? Mais premièrement, Québec solidaire, nous, on envoie clairement le message la priorité pour nous, ce ne sera pas d'écouter les lobbies. Il y a plus de lobbyistes. Je pense qu'il y a 2 fois plus de lobbyistes à l'Assemblée nationale que de députés inscrits. Puis la majorité viennent des compagnies privées. Donc, c'est une des raisons pourquoi, pendant les élections, ben là, les politiciens écoutent beaucoup la population. Mais une fois qu'ils sont élus, ils se ramassent à l'Assemblée nationale. Les personnes à qui ils vont parler le plus, c'est plus la population, ça va être les lobbyistes. Donc, pour Québec solidaire, c'est clair que nous, c'est le lien avec la population, l'écoute de la population qui va être en premier. Puis, de toute façon, on envoie le message que ça ne sera pas prioritaire. Donc, moi, j'espère que les compagnies vont comprendre que ça ne donne rien de nous harceler, qu'on va rester sur nos engagements. La culture interne de Québec solidaire fait que l'aile parlementaire, les députés, puis même le comité de coordination de Québec solidaire ne peut jamais passer par-dessus la volonté des membres. Donc, les membres sont un premier garde-fou contre les dérives qu'il peut avoir à l'intérieur du parti si on sera au pouvoir. Mais après ça, je veux dire, tous les candidats de Québec solidaire sont épris de cette culture-là, justement, et ne voudront pas faire comme les libéraux puis dire, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est assurer mon avenir après les campagnes électorales, puis je veux qu'une compagnie me donne un poste quand je vais démissionner comme député. C'est pas dans la tête des candidats. Je ne peux pas vous l'expliquer en termes de règles ou de lois, mais c'est vraiment un état d'esprit. Tous les candidats de Québec solidaire, ce n'est pas des parvenus, ce n'est pas des vedettes. C'est des gens qui sont issus de nos membres, c'est des gens qui connaissent la culture, puis cette culture-là va rester très vivante une fois qu'on va être élu. Ça, c'est ce que je peux vous dire pour maintenir nos engagements. Le politicologue en moi pourrait vous dire que un parti, avec le temps, peut toujours s'éroder puis se corrompre.
Fait que moi, on le voit au Parti québécois, moi je trouve que c'est ça qui est arrivé. Les premiers mandats du Parti québécois, c'était quand même très fort, là, ce qu'ils sont fait. Là. Un des meilleurs gouvernements au Québec, c'était entre 76 et 80. Mais après ça, vu que c'est un parti qui arrive au pouvoir, ben, il y a beaucoup de gens qui sont plus opportunistes, qui vont rentrer dans le parti, puis eux, ils ont moins la culture du parti. Pour ce qui est de la faisabilité puis la crise économique, il y a beaucoup de dramatisation là-dedans parce qu'on se fait traiter de radical, mais en ce moment, les baisses d'impôts qu'on a vues sont radicales, sont extrêmes. On n'est pas supposé baisser autant les impôts des entreprises. Ce que Québec solidaire propose, c'est pas de revenir au taux d'imposition des années 50, là, où les compagnies payaient la moitié des impôts, puis les particuliers payaient la moitié des impôts. Là. C'était comme ça le deal. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours descendu. On propose de revenir au taux d'imposition de l'année 2000. Donc, là, à peu près 18 ans. Et ça, juste ça, ça va rapporter à peu près 2 milliards. Tu sais. Après ça, les entreprises, on dit, ils vont s'en aller, ils n'aimeront pas ça. Il faut comprendre aussi que les entreprises ont des lobbies, comme tu disais, puis eux, ils jappent très fort. Là, tu sais, ils vont crier très fort. Mais dans les faits, tous les critères qui vont faire qu'une entreprise va s'établir dans un pays ou plus qu'un autre, la fiscalité est un critère parmi tant d'autres, puis il n'est pas le principal. Il y a une étude de l'OCDE qui a été faite là, récemment pour savoir pourquoi vous allez dans un pays plus qu'un autre. Il y a des critères très importants comme l'environnement social. Tu sais, au Québec, on a un très bel environnement. C'est facile de faire des affaires au Québec. Ça vaut son pesant d'or. Tu sais. Je veux dire, si tu veux t'établir dans un endroit où il y a beaucoup de violence, beaucoup de criminalité, le climat social est très important pour faire des affaires. Après ça, il y a la main-d'œuvre de qualité, la main-d'œuvre éduquée. Donc, justement, à Québec solidaire, on veut augmenter l'éducation, puis on veut miser beaucoup sur l'éducation, puis la qualité de l'éducation. Donc, tu sais, une entreprise peut dire, OK, oui, je vais payer un peu plus d'impôts, mais je vais avoir des bons employés en santé, éduqués, qui seront en sécurité. Ça vaut son pesant d'or. Fait que l'important, c'est surtout de communiquer bien les choses, puis de ne pas se laisser avoir par, mettons, les chambres de commerce ou le conseil du patronat, qui, eux, vont toujours crier fort pour baisser les impôts des entreprises. Mais ça, c'est leur job de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que, même s'ils disent que c'est bon pour l'économie. Tu sais. On arrive déjà à la dernière question de l'entrevue. Ouais. Olivier, si vous deviez convaincre un électeur qui est encore indécis actuellement pour son vote du 1er octobre, ce serait quoi les arguments que vous lui diriez pour l'inciter à voter pour Québec solidaire? Si on regarde l'histoire du Québec, il y a souvent eu des grandes vagues de changements. En votant pour Québec solidaire, moi, je pense que cette personne-là va contribuer à une nouvelle vague. En fait, ça fait justement depuis le dernier gouvernement, je pense, péquiste de 1976-80, qu'on n'a pas eu un gouvernement très inspirant. Le discours qu'on a depuis les années 80, c'est toujours on n'a plus d'argent, il faut tout réduire, on ne peut plus accroître les services publics, on ne peut plus faire grandir l'État parce que c'est de même à cette heure, on n'a plus une scène. Puis ça va mal, ça va mal. Le Québec solidaire est là pour redonner justement le goût au Québec de grandir. Puis je pense qu'avec l'Assemblée constituante, avec le programme, le plan de transition économique, puis aussi des réinvestissements massifs en éducation puis en santé, je pense qu'on va assister à une nouvelle vague d'effervescence puis de changement pour le Québec. Puis je pense que quelqu'un qui vote pour Québec solidaire aujourd'hui va pouvoir se dire, dans 10-20 ans, j'ai contribué à cette vague de changement-là. Tu sais. Ensuite, moi, je dirais, de façon peut-être plus pragmatique, justement, c'est que là, ça fait des années qu'on dit qu'on n'a pas d'argent puis qu'il faut couper dans nos programmes sociaux. Mais là, tout le monde est rendu à bout de souffle. Là, je veux dire, en santé, les profs, à peu près tout ce qui est service public, même dans les ministères, le ministère de l'Environnement, je le connais bien, là, il n'y a même plus les moyens de faire sa job. Là, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Le ministère des Transports, on parle souvent des routes, mais il n'y a pas assez d'inspecteurs, il n'y a pas assez de gens. Ils coupent tout le temps partout. Là, donc, là, il faut remettre de l'ordre là-dedans parce qu'on a tellement coupé puis on a tellement fait des réformes avec des beaux mots, mais finalement, c'était tout le temps des indices de performance qu'il faut changer de culture parce que là, tout le monde est rendu en burn-out, tout le monde est rendu épuisé. Puis, plus ça va, plus c'est difficile d'avoir des services. Puis, si ça continue comme ça, les libéraux vont gagner leur pari. La majorité des gens vont se tourner vers des services privés. Oui, OK, peut-être qu'on va avoir des impôts un peu moins élevés que sur un gouvernement du Québec solidaire, mais il va falloir mettre sa main dans sa poche tout le temps pour aller chercher des services. On a fait
une application, là. Ben, en fait, c'est une page web. Les gens remplissent quelques questions, puis on vous dit combien vous allez sauver d'argent avec Québec solidaire. Puis on prend tout en compte, là. On dit c'est quoi votre revenu? Tu sais, si vous payez, si vous avez des revenus personnels de moins de 97 000 par année, vous allez sauver de l'impôt. Tu sais. Après ça, pour ce qui est d'Internet, on veut réduire les frais d'Internet, les frais de transport, les CPE gratuites. Donc, en général, là, on a avancé le chiffre d'à peu près entre 70 et 80 de la population québécoise va au final payer moins de sa poche pour les services qu'ils ont besoin que sur un autre gouvernement. Fait que même, oui, tu sais, oui, c'est un beau rêve, c'est un beau projet, Québec solidaire, mais c'est aussi payant pour beaucoup de gens, là, les mesures qu'on applique. Écoutez, Olivier, merci infiniment d'avoir été avec nous. Au nom de l'équipe du Discord solidaire, je vous souhaite la meilleure des chances pour la campagne en cours. Ben, un gros merci à vous. Je trouve que d'avoir des choses comme ça démontre encore une fois que Québec solidaire, c'est un parti vivant. C'est un parti où il y a de l'oxygène, puis où il y a plein d'initiatives qui émergent de partout. Fait que bravo pour ça. Merci, passez une bonne journée. Merci.